La cause palestinienne est un test, un curseur comme ça qui nous permet de voir où on en est dans nos démocraties. La liberté d'expression a quasiment disparu autour du 7 octobre. Il y a un discours qui est imposé, qu'on est sommé de répéter, mais si vous ne le dites pas, attention, vous êtes aussi pénalisable. D'un côté, on a des expressions de racisme, de xénophobie qui arrivent à trouver de plus en plus d'espace, et de l'autre, des manifestations de solidarité internationale criminalisées. Alors, l'interpellation, elle s'est déroulée à mon domicile à 6h05 du matin. La police pénètre à l'intérieur, cagoulée, armée, le bélier. Donc voilà quoi, terroriste. Au nom de quoi envoie-t-on la police cagoulée pour interpeller quelqu'un de parfaitement connu et dont la dangerosité n'est pas avérée? Au nom de quoi prononce-t-on des peines qu'on sait être illégales? On voit qu'il y a un choix aussi d'essayer de travailler le mental. On est vraiment dans ce qu'on appelle la dissuasion générale en droit pénal. Le 7 octobre 2023, une offensive, opération Déluge d'Al-Aqsa, est lancée contre Israël par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Elle fera près de 1140 morts, dont plus de 690 civils, et environ 250 personnes seront prises en otage. Très vite en France, l'État se positionne. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Nous nous tenons à leur côté et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Le Hamas est un mouvement terroriste. La démonstration de soutien à un groupe terroriste, l'apologie du terroriste, c'est un délit, c'est une infraction, c'est très clair. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille. Dès le 10 octobre, le ministère de la Justice diffuse une circulaire qui demande la fermeté des juges et préconise les poursuites pour apologie du terrorisme. Le texte fournit même un nouveau cadrage de ce délit à la lumière des événements récents. La tenue publique de propos vantant les attaques en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ou la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le djihad islamique, en raison des attaques qu'ils organisaient, devront ainsi faire l'objet des poursuites du chef précité. Ces comportements intolérables heurtent les fondements mêmes de notre République et exigent une réponse pénale, ferme et rapide. Et les poursuites pour apologie du terrorisme vont effectivement se multiplier. À Lille, le 12 octobre, le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, signale à la justice un tract publié la veille par la CGT du Nord. Une phrase est plus particulièrement mise en cause. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Une semaine plus tard, le secrétaire départemental du syndicat est interpellé chez lui. Alors, l'interpellation, elle s'est déroulée à mon domicile à 6h05 du matin. La police pénètre à l'intérieur, cagoulée, armée, le bélier, 10-12 personnes, 3 véhicules, 3 ou 4 véhicules. Donc, voilà quoi, terroriste. Honnêtement, je suis quelqu'un d'assez nerveux et j'étais très calme. Vous ne pouvez rien faire, en vrai. Vous subissez les choses. Donc, autant rester calme. On n'est pas sur un piquet de grève. On est chez soi, dans son intimité, avec sa femme, avec les enfants présents. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rester calme. On vous donne vos droits et donc on vous donne en même temps le pourquoi. Apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Là, vous tombez des nues, quoi. C'est un sketch. C'est pas possible. On m'emmène à Lille, au commissariat de Lille, parce que moi j'habite Valenciennes. Je n'ai jamais été aussi rapide le matin pour arriver sur l'île. Je fais quand même le déplacement tous les jours. Et puis après, tout s'enchaîne. La garde à vue, l'avocat, les questions. Les mêmes questions qu'on vous pose finalement au tribunal. C'est que, voilà, on a sorti un tract. Est-ce qu'on soutient le Hamas? Est-ce qu'on est pro-Hamas? Est-ce qu'on a des liens avec le terrorisme? Jusqu'à faire l'amalgame, parce qu'on avait, il y a déjà 2-3 ans maintenant, on avait ouvert une caisse de solidarité pour la Palestine. On n'a pas eu des 1000 et des cents, on a eu peut-être 1000 ou 2000 euros sur la caisse. On avait déjà acheté du matériel
handisport pour le basket, des chasubles, des ballons, etc. Toujours des questions indirectes, mais de dire l'argent, il sert à quoi? Donc, on a expliqué l'argent, à quoi il servait, mais toujours avec la question derrière de est-ce que ça finance pas des actions terroristes, etc., etc. Voilà. L'apologie du terrorisme, on se dit, soit le gouvernement il est complètement en panique, parce qu'en arriver à arrêter des leaders ou des responsables d'organisations syndicales, c'est que soit il y a la panique, ou soit ils veulent vraiment étouffer tout de suite les manifestations et faire en sorte que on parle pas du Proche-Orient. Le signalement du préfet s'était fait sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui impose à tout fonctionnaire de signaler à la justice un crime ou un délit dont il a la connaissance, et dont Gérald Darmanin fait un usage assidu. Quand on a sorti notre tract, le préfet du Nord, qui était à ce moment-là le préfet Leclerc, tout de suite a refusé les rassemblements et manifestations. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Partout dans le monde, on a des manifestations qui ont été autorisées, avec des 100 000 personnes dans les rues, etc. Toutes les grandes capitales, les grandes villes, même européennes. Du départ, on s'est dit, c'est une attaque politique. C'est une attaque politique. Georges-François Leclerc, préfet proche de Gérald Darmanin, est connu pour un certain volontarisme procédural. En 2017, préfet des Alpes-Maritimes, il porte plainte contre Cédric Herrou, alors que sa politique migratoire dure est critiquée par les associations. En 2022, c'est lui qui défend l'arrêté d'expulsion de l'imam Hassani Hussein. En 2023, c'est encore lui qui se mobilise pour retirer les subventions au lycée musulman Averroès. C'est-à-dire qu'effectivement, ce signalement par ce préfet aurait dû certainement conduire l'autorité judiciaire à faire preuve d'une certaine circonspection, au sens où, effectivement, ils avaient déjà eu à connaître de ce préfet dans une affaire où il entendait expulser vers l'Algérie une jeune femme qui avait été, effectivement, en zone irako-syrienne rejoindre l'État islamique, mais dont il était établi qu'elle l'avait rejoint contrainte par sa mère. Paraît aussi intéressant et qui aurait quand même peut-être dû alerter l'autorité judiciaire, c'est effectivement une déclaration de ce préfet dans un article du Monde en décembre 2023, dans lequel il dit qu'en ces matières, effectivement, tout ce qui peut lui permettre de faire bouger la jurisprudence lui paraît justifié, lui paraît utile. Donc on a effectivement à faire une certaine forme d'activisme administratif qui aurait peut-être pu interpeller le parquet. Rien que dans l'objet, signalement, incitation à la haine raciale et à la discrimination, ainsi que apologie du terrorisme. C'est-à-dire que même dans l'esprit du préfet, a priori, ce qu'il signale, c'est une incitation à la haine. Ça n'est pas une apologie du terrorisme qui est accessoire. Pourtant, dans le tract, aucun passage ne semble correspondre à cette incitation à la haine. Nous, on parle d'un État israélien, d'un gouvernement fasciste israélien. Et c'est clair, d'abord, on est face à un gouvernement fasciste israélien. On ne parle pas du peuple, on ne parle pas de la question juive. Donc on voit bien que même le préfet lui-même fait l'amalgame sur ces questions-là. Le lendemain, on a déposé une plainte pour délit imaginaire. Eh bien oui, parce que comment on peut nous attaquer pour apologie du terrorisme ou incitation à la haine raciale, dire que on attaque une confession juive alors qu'il n'y a rien de tout ça. Donc on voit bien que c'est l'interprétation du préfet et son imagination qui a fait démarrer toute cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, les juges abandonnent la charge d'incitation à la haine. Mais Jean-Paul Delescaux est bien arrêté et poursuivi pour apologie du terrorisme. Est-ce que, s'agissant d'un représentant syndical bien identifié, on a besoin de prendre cette mesure? Pour rester vraiment dans une interrogation juridique, vous avez un article préliminaire dans le Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale, dans cet article préliminaire, prévoit très clairement que tout acte de procédure doit être nécessaire et proportionné. Est-ce qu'il est nécessaire et proportionné d'envoyer à 6 heures du matin
des policiers cagoulés pour procéder devant ses enfants à l'interpellation d'un représentant syndical dont tout le monde connaît l'identité, dont tout le monde sait où il est et qui pourrait tout à fait être convoqué pour audition au commissariat. Donc là, vous avez une instrumentalisation de la procédure pénale qui est, à mon avis, juridiquement discutable. L'OPJ répond clairement devant l'avocat. On avait deux façons de faire. Soit on vous convoquait par une convocation ordinaire et on avait un rassemblement CGT devant le commissariat, ou soit on venait vous chercher à 6h au matin et on était tranquille jusqu'à 9h. On est, à l'heure actuelle, dans une période où l'exécutif utilise abondamment le droit pénal pour tenter de juguler la contestation sociale et de contenir et traiter la contestation sociale. On voit qu'il y a un choix aussi d'essayer de travailler le mental. Le procès a lieu le 28 mars devant le tribunal de Lille. Ça va. Ouais, merci à vous d'être venus, mes camarades. La convocation était à 14h. Nous, ça a dû commencer vers 14h30, 15h entre les rôles, tout ça. Ça a fini à 21h15. Voilà. C'était éprouvant ? Très éprouvant. Très, très. Bah oui, parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on répond. Il faut toujours être aux aguets, quoi. Les parties civiles très orientées. Nous, très orientés, très agressifs. À la fin, ils demandent un euro symbolique alors qu'ils nous ont traités terroristes pendant des heures et en faisant des références à Mera, aux frères Kouachi, etc. La peine retenue est de 1 an de prison avec sursis, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà condamné la France à ce sujet. Dans un rapport de 2019, la juridiction pointe un risque d'abus du pouvoir discrétionnaire et une atteinte à la protection de la liberté d'expression et à la liberté d'échanger des idées dans un système démocratique solide. Cette peine d'emprisonnement, fût-elle avec sursis, est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc on a un procureur à Lille qui a requis une peine qu'il sait n'être pas justifiée en droit et un juge qui l'a prononcée. Après une interpellation, enfin vous voyez, ça fait beaucoup de choses pour une gesticulation politique. Le syndicaliste est aussi condamné à verser 5 000 € au parti civil. 3 associations y sont représentées. L'OJE, l'Organisation juive européenne, l'Association cultuelle israélite, une association locale, et la JFJ, la Jeunesse française juive. La JFJ, créée dans la foulée du 7 octobre, revendique en janvier le dépôt de 41 plaintes pour apologie du terrorisme contre différentes personnalités publiques. L'Organisation juive européenne, qui affiche sa proximité avec le gouvernement israélien, regroupe plus de 50 avocats et initie elle aussi de nombreuses procédures. Créée il y a 10 ans, elle se réclame de la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi plus directement, de la défense des intérêts israéliens. Ses fondateurs sont les militants Fabien Bellassène et Jean-Claude Zerat. Ils se démarquent par leur reprise systématique des positions du gouvernement israélien, comme ici en 2016, où Fabien Bellassène s'indigne de la reconnaissance par l'UNESCO du patrimoine culturel palestinien à Jérusalem-Est. Nous ne nous laisserons pas voler notre identité. Et n'en déplaise aux négationnistes antisémites, dans 1000 ans, leurs descendants pourront contempler, du fond de leur médiocrité, les lumières de Jérusalem, capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël et du peuple juif. Merci. Merci Fabien. Sur son site, l'organisme indique également se battre contre toutes les tentatives de boycott des produits israéliens et propose des formations de self-défense. Sa présidente, l'avocate Muriel Waknin-Melki, intervient régulièrement sur CNews. Ce qu'Israël est en train de faire, c'est de rendre service bien évidemment à sa population dans un premier temps et effectivement en bombardant le Hamas dans toutes ses positions, mais rend service également à l'humanité parce que c'est du terrorisme dont on parle. Dans une interview de 2020, elle déclare avoir accompagné le président Emmanuel Macron lors de son déplacement à Jérusalem et être régulièrement entendue par les services de l'État. Tous les ans, l'organisation tient un grand gala anniversaire à Paris, où des personnalités politiques françaises et israéliennes sont invitées. Cette année, c'est Amirai Shikli, le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, qui est intervenu en personne à la réception,
Ce qui est frappant dans ce gouvernement israélien, et lui, mais il y a aussi Ben Gvir, il y a aussi Smotrich, c'est qu'il représente ce qu'on appelle un suprémacisme juif. Partout ailleurs, on dirait que c'est des fascistes. C'est les gens qui expriment des vœux génocidaires, c'est-à-dire en disant « il faut vider Gaza, on a raison de les tuer tous, de toute façon, c'est la seule manière de se sortir de cette situation, etc. » Mais on les considère quand même comme des interlocuteurs valables. Le Hamas, non, c'est pas possible qu'on discute avec le Hamas, ils veulent tuer tous les Israéliens, etc. Mais le fait qu'on discute avec des ministres qui disent qu'il faut se débarrasser des Palestiniens, ça pose problème à personne. Je ne crois pas qu'il y ait un État qui s'ingère autant dans les affaires intérieures de la France que Israël. À travers 1001 relais, il y a une pression permanente sur les journalistes, sur les militants, pour criminaliser la solidarité avec la Palestine. C'est pas nouveau, mais ça a pris des proportions d'autant plus grandes que jamais l'isolement d'Israël dans les opinions n'a été aussi grand. Et face à ça, ils font feu de tout bois, avec évidemment l'accusation ultime qui est l'antisémitisme. On retrouve l'OJE dans les plaintes déposées contre l'humoriste Guillaume Meurice, ou encore contre la députée insoumise Mathilde Panot. Elle serait aussi à l'origine de la convocation de Rima Hassan, juriste franco-palestinienne et candidate aux élections européennes. J'ai été convoquée pour le 30 avril, 10h, pour des posts a priori sur les réseaux sociaux, datant de novembre. Donc bon, déjà on observe que je suis convoquée 6 mois après, donc au moment où je suis en campagne. Donc là aussi, pour moi, il y a quand même un calendrier qui est extrêmement problématique. Cette convocation a fait suite à un dépôt de plainte de l'OJE, qui est la même organisation qui est derrière énormément de plaintes, que ce soit celle de Guillaume Meurice ou d'autres personnalités. Il n'y a pas d'autosaisine du procureur, c'est-à-dire, c'est important de le rappeler, c'est qu'il n'y a pas un procureur en France qui a considéré que j'avais dit quelque chose de problématique dans le cadre de ce débat qui se posait sur la question de Gaza. C'est clairement des lobbyistes pro-israéliens qui ont mobilisé des moyens financiers, des moyens humains, parce que je crois qu'ils ont des dizaines d'avocats qui travaillent justement à traquer les voix palestiniennes ou pro-palestiniennes, et ça va effectivement des syndicats jusqu'aux étudiants, aux militants politiques, et qui sont véritablement là pour nous faire taire. Moi, la question que je pose, c'est pas qu'il y ait éventuellement ces initiatives ou ces procédures qui sont enclenchées par ce type d'organisation. Elles ont toujours existé, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, ce genre de lobbying pro-israélien est très agressif par ailleurs. Il est là depuis très très longtemps aux États-Unis. Pourquoi notre gouvernement, qui peut tracer comme n'importe quel citoyen le lien entre ces organisations et le régime israélien et établir en fait que ces organisations travaillent au nom d'un régime qui est encore une fois extrêmement problématique et qui est dénoncé par quand même les plus grandes ONG internationales, qui fait l'objet de procédures devant les instances internationales. Et pourquoi on donne du crédit à ce genre de procédures ? Je rappelle que Guillaume Meurice n'a jamais été inquiété. Et il se retrouve inquiété pour la critique qu'il fait ou pour des blagues qu'il fait sur Netanyahou. C'est comme si moi, demain, je me mettais à faire des blagues sur Poutine et qu'on avait des organisations pro-régime Poutine qui engageaient des procédures contre moi et que nous avions les autorités françaises ou la justice française qui donnaient du crédit à ce genre de procédures. Il faut faire ce parallèle. Au-delà des procédures pénales, des pressions diffuses se font sentir. Grands médias, milieux académiques ou culturels. Cette conférence sur le thème « Contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine » devait initialement se tenir dans une salle publique parisienne, en présence de la philosophe américaine Judith Butler, jusqu'à l'intervention de la mairie de Paris. Michel Sibony est porte-parole de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui co-organisait cet événement. La manifestation du 12 novembre nous a un peu fait halluciner. On s'est dit, c'est incroyable, quoi. Pourvu qu'on soutienne Israël dans ce pays, on peut être antisémite et être aux premières loges d'une manifestation qui était une pure manifestation de soutien aux Israéliens, mais qui intégrait les Juifs. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on parle nous-mêmes de notre point de vue sur cette question. Judith Butler était là, et on s'est dit que c'était une occasion de l'inviter et de la faire parler, de la laisser parler dans ce moment-là qui était crucial.
Judith Butler, qui est juive et qui le revendique. Et puis on s'est heurté à la petitesse et l'étroitesse d'esprit de la mairie de Paris, qui était extrêmement choquante, qui nous dit clairement, mais fermez-la, quoi. Vous n'avez pas le droit à la parole. Alors que cette même mairie, si je ne me trompe pas, n'a pas dit un mot quand ce même théâtre a été tagué de manière énorme. Toute la façade et tous les environs du théâtre ont été tagués par des groupes non identifiés, mais personne ne les cherche, puisque tout le monde est d'accord avec eux, avec des têtes de bébés, des trucs comme ça. Ça, personne n'en a fait écho. Ça n'intéressait même pas les journalistes que la mairie de Paris que le buzz autour de la mairie de Paris avait intéressé. Ces tags sont signés par le groupe Unité Juive, qui revendique sur ses réseaux plusieurs actions du même type, comme ici sur la Croix-Rouge, ou encore cette intervention cagoulée lors de l'occupation de Sciences Po Paris par des étudiants solidaires de la Palestine. Leur violence décomplexée n'a suscité à ce jour aucune arrestation. En fait, ils sont en train de trier entre les bons et les mauvais juifs. Les bons juifs soutiennent Israël à tout prix et soutiennent les crimes de guerre et soutiennent les crimes contre l'humanité et sont prêts à aller jusqu'au génocide. Tout ça, c'est bien. Si vous dites que c'est scandaleux, qu'il faut s'y opposer de toutes ses forces parce que vous voulez construire autre chose comme type d'humanité, vous êtes littéralement traîné dans la boue, quoi. Vous l'avez vu, le guide suprême qui a tweeté Khamenei, qui est un des pires acteurs, pires dictateurs de la planète, qui maltraite sa population en général, qui lapide les femmes et les homosexuels. Comment vous recevez ce soutien ? Non, mais je n'ai pas vu ce tweet, donc je ne suis absolument pas... Je ne suis même pas sur les réseaux. Donc, vous ne connaissez pas Khamenei ? Non, mais je le connais. Si. Je suis pas quotidiennement ce qu'il poste ou ce qu'il commente en termes d'actualité. Je situe quand même ma parole en tant que citoyenne française en France. Non, j'ai pas de commentaire à faire. Je vais pas commenter, si vous voulez. Vous n'avez pas l'impression, là, pour le coup, d'être vous instrumentalisé ? On a là une forme de volonté politique de en quelque sorte criminaliser les manifestations de solidarité avec la Palestine. Elle les renvoie en fait à un positionnement qui serait radical. Qui serait particulièrement problématique en tant que tel, et cette marginalisation en fait des positionnements pro-palestiniens, a un coût aussi, d'une part parce qu'il peut générer une forme de frustration, et cette frustration on la voit s'exprimer très largement puisque de nombreuses personnes estiment que l'espace public ne leur est plus permis, l'espace médiatique en particulier, se produit dans un contexte d'urgence, de crise, un certain nombre d'injonctions en fait qui sont censées s'appliquer à l'ensemble de la population et qui vont s'appliquer de façon assez directe, non seulement à des fonctionnaires, y compris à des chercheurs, dans un cadre très spécifique, à des journalistes, et puis aussi, on l'a vu, à des figures qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec le débat. Je pense par exemple à des footballeurs. Je voudrais vous soumettre pour conclure cet entretien la réaction de Karim Benzema. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Il a choisi son camp en écrivant uniquement cela. En fait, il est un élément de propagande du Hamas. Depuis 6 mois, on se rend compte d'une part que effectivement l'espace s'est considérablement rétréci, et c'est l'effet direct en fait des attaques du 7 octobre dans le déploiement de la violence. Ça a finalement ouvert ou facilité la capacité de criminalisation. Cette criminalisation peut se chiffrer. Selon Mediapart, 385 signalements pour des propos liés à la guerre au Proche-Orient ont été transmis à la justice entre le 7 octobre et le 31 décembre 2023. Cette infraction était contenue dans la loi du 29 juillet 1881, qui est donc la loi sur la liberté de la presse et qui est donc une loi extrêmement protectrice de la liberté d'expression. En 2014, la loi sort ce délit de provocation
au terrorisme ou d'apologie du terrorisme, de cette loi de 1881 et de son cadre procédural extrêmement contraignant, pour le placer dans le code pénal, permettant les comparutions immédiates, permettant les procédures accélérées et permettant surtout que ces affaires soient jugées par des tribunaux qui n'ont pas l'habitude de traiter de questions aussi sensibles et délicates que celle de la liberté d'expression. De sorte que, effectivement, on a pu voir à la suite de l'entrée en vigueur de la loi Cazeneuve se multiplier les poursuites pour apologie du terrorisme, alors qu'elles étaient auparavant d'un nombre extrêmement limité, et se multiplier des condamnations pour lesquelles, effectivement, on peut s'interroger et sur la consommation de l'infraction et sur la pertinence d'avoir poursuivi, jugé et condamné des individus qui sont quand même ensuite porteurs d'un casier judiciaire pour des actes d'apologie du terrorisme, ce qui n'est pas rien. Le 16 octobre, la militante palestinienne Mariam Aboudaka est arrêtée à Marseille. Le 18 octobre, un enfant de 10 ans est interrogé plusieurs heures par la gendarmerie pour avoir posé une question jugée suspecte par sa professeure. Le 8 décembre, une plainte est déposée contre l'ancienne basketteuse Émilie Gomis pour un post sur Instagram qui conduira à son éviction de la commission des athlètes du comité olympique français. Le 26 mars, le tribunal de Grenoble condamne l'élu Mohamed Makni à 4 mois de prison avec sursis pour avoir qualifié sur Facebook le Hamas de mouvement de résistance palestinienne et le gouvernement israélien de fasciste. Il est également privé de sa fonction d'adjoint par la mairie d'Échirolles et exclu du Parti socialiste. Il suffit de lire ce qui est publié par les institutions de protection des droits fondamentaux, que ce soit celle du Conseil de l'Europe ou celle de l'ONU, pour voir qu'on est dans une très sale période en France en ce moment. Enfin, il y a eu un régime à peu près gaulliste jusqu'à Chirac, et à partir de Sarkozy, un autre régime qui s'est installé en France et qui a beaucoup à voir avec l'ultralibéralisme ou le néoconservatisme, et qui a utilisé les mêmes ressorts que le néoconservatisme américain. On est en train de vivre un Patriot Act à la française depuis quand même 10 ou 20 ans, toujours dans cette composante néoconservatrice, une très forte alliance avec Israël, une alliance politique qui est au-delà de la France, on va dire les pays occidentaux, on les voit à l'œuvre. Depuis le 11 septembre 2001, la vision de ce problème palestinien a totalement changé dans la classe politique et dans les médias. C'est-à-dire, ce n'est plus un conflit qui oppose un peuple qui vit sous occupation à un occupant, mais c'est devenu un front de la guerre contre le terrorisme. Tout ce qui semblait être les lois minimales qu'on n'appliquait pas forcément, mais au moins on disait qu'on les respectait, sont en train de voler en éclats. Ça a commencé avec l'intervention américaine en Irak, avec la torture à Abu Ghraib, et aujourd'hui, il y a l'idée que comme on combat le terrorisme, tout est permis. Jamais il n'y a eu une telle atmosphère de chasse aux sorcières à l'égard des gens qui étaient des dissidents. Et évidemment, ça a toujours été un problème qui suscite des passions, etc. Mais on pensait que le débat était normal. Ce qui est nouveau depuis le 7 octobre, ou qui s'est accéléré depuis le 7 octobre, c'est que maintenant on criminalise les opinions. J'ai demandé à l'instant à l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur de travailler à la dissolution de plusieurs associations ou collectifs relayant ou parfois finançant de manière officieuse et cachée, dont nous avons mis à jour le travail, le Hamas. La loi séparatisme, la loi sur les valeurs de la République, permet de dissoudre plus facilement des associations. La dissolution d'associations, c'est un moyen de communication politique. Quelqu'un a dit quelque chose de radical, on va le dissoudre. On est vraiment dans ce qu'on appelle la dissuasion générale en droit pénal. C'est-à-dire que vous prenez un individu, vous le sanctionnez, qu'importe ce qu'il adviendra de cet individu, mais vous signalez au reste de l'opinion que le comportement de cet individu n'est pas acceptable et vous tentez de dissuader ceux qui pourraient l'imiter. La loi sur le séparatisme, c'était une loi contre les musulmans. Et elle a été appliquée comme telle. On a interdit de facto la seule association musulmane qui jouait un rôle contre l'islamophobie en disant ils sont des apôtres des frères musulmans, etc. Donc les premiers visés, quand même, c'est les associations musulmanes. Je veux dire, et ça, c'est bien avant Gaza. C'est-à-dire, ça va du lycée Averroès,
qui est un des lycées les plus brillants dont on a suspendu le financement. Je suis très inquiet sur l'évolution de la situation politique. Je pense que là, on est victime de l'ère du temps et Rima Hassan, par exemple, dont vous me parlez, elle paye aussi un peu de ça, de ce que je sens, moi, un petit peu, c'est-à-dire un climat de détestation politique des Arabes et de la gauche à la fois. Ce qui est intéressant avec la cause palestinienne, c'est qu'elle est extrêmement structurante. La cause palestinienne est un test, un curseur comme ça qui nous permet de voir où on en est dans ces états de droit, dans l'état de notre démocratie. Et on voit bien que la question palestinienne, elle vient challenger quand même nos sociétés, que ce soit ici, en Allemagne, on le voit aussi aux États-Unis. Ça vient secouer quelque chose sur énormément de sujets qui sont centraux dans nos démocraties, dans nos états de droit. On dit souvent, nous Palestiniens, que les Palestiniens sont en train de libérer le monde qui prétend les libérer. Je crois que là, il y a un sursaut qui doit s'opérer pour protéger ces libertés du plus grand nombre. Et ensuite, si on veut aller au bout de son engagement, c'est de considérer que c'est d'autant plus scandaleux, puisque ça consiste non pas à protéger ce qui fait société pour nous, mais c'est pour protéger un régime qui est extrêmement problématique sur la scène internationale et qui, je le rappelle, est aujourd'hui accusé de commettre un génocide. C'est une question symbolique. C'est une décolonisation ratée. C'est-à-dire, c'est le résultat, peut-être on peut y revenir, d'un processus de colonisation qui a commencé après la Première Guerre mondiale et qui a abouti au fait qu'on a dépossédé une population de sa terre. C'est ça le fond du problème. C'est bien au début du siècle dernier que les grandes puissances se partagent un bout du Moyen-Orient, auparavant sous domination ottomane. En 1916, ce sont la France et le Royaume-Uni qui signent les accords secrets de Sykes-Picot, qui prévoient un découpage de la région. Ce découpage sera officialisé en 1920, lors de la conférence de San Remo en Italie. La Société des Nations confie alors aux Français un mandat sur la Syrie et le Liban, et aux Britanniques sur l'Irak et sur la Palestine. C'est ce qu'on appelle la Palestine mandataire, qui aboutira à son terme en 1948, à la création de l'État d'Israël. Je rappelle que les Palestiniens ont toujours été perçus comme un sujet colonisé, ils n'ont pas eu leur mot à dire sur le traçage de leur propre pays. Et puis ensuite, il y a eu un laisser-faire, un soutien inconditionnel à Israël qui va jusqu'à aujourd'hui. Et là, les Occidentaux sont en train d'être un peu mis face à leurs responsabilités, à la fois sur le plan historique et aussi sur leur complicité avec les crimes qui sont commis par Israël, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Pour moi, il y a un continuum entre ce que fait subir Israël aux Palestiniens sur le terrain et la manière dont les intérêts israéliens sont ensuite défendus, protégés dans nos pays, en Europe. Et donc c'est très très intéressant de voir les relais qui sont ceux justement du régime israélien dans nos pays et de voir comment s'articulent justement ces pressions à l'endroit des voix palestiniennes ou identifiées comme étant pro-palestiniennes. Malgré ce climat répressif, les mobilisations de solidarité avec la Palestine s'amplifient et persistent. Nous, on va continuer ce qu'on a à faire. Il n'y aura pas d'intimidation. Il y a un appel samedi à 15h, Ouazem, pour exiger un cessez-le-feu. Aujourd'hui, il y a une urgence. L'urgence, c'est la Palestine. Voilà. Ils ont beaucoup posé de questions sur l'apartheid. Mais la bande de Gaza, c'est quoi ? Quand on y met des murs de 5 mètres de haut, quand des enfants qui habitent à 800 mètres de la mer n'ont jamais vu la mer, quand on donne des permis de travail avec des checkpoints pour pouvoir aller travailler,
qu'on donne 200 000 permis de travail alors qu'il y a 2,5 millions d'habitants. Quand on coupe l'électricité, quand on coupe le gaz, qu'on ne donne pas d'eau potable. Est-ce que tout ça, c'est pas de l'apartheid? Bah si. Et c'est pas nous qui le disons. Il y a des études qui sont faites, qui sont déterminées depuis quelques années maintenant, qu'il y a un apartheid économique, humanitaire. Ces dernières semaines, un mouvement étudiant international prend forme et trouve de plus en plus d'écho en France. Il exige un cessez-le-feu immédiat et la fin des partenariats avec les universités israéliennes. La mobilisation s'étend. Elle touchait ce matin des campus de Poitiers, Le Havre, Reims, Saint-Étienne, Paris et Lille. Il y a eu la mobilisation pour le Vietnam, il y a eu la mobilisation pour l'Afrique du Sud. C'est normal que la jeunesse s'indigne face à des massacres qui se déroulent sous ses yeux. Alors on peut ne pas être d'accord, on peut critiquer, etc. Mais voir Mme Pécresse suspendre l'aide à Sciences Po, on croit rêver, quoi. On a l'impression d'une rétractation comme ça de la classe politique parce que nous avons une classe politique qui s'est enfermée dans un paradigme guerre de civilisation. Les conflits, ils ont des bases politiques. Là, on n'est plus dans la politique, on est le bien contre le mal, avec l'idée que nous allons vaincre le mal. Israël se vit et se perçoit en forteresse assiégée. C'était l'expression de Barak à l'époque, une villa dans la jungle, c'est vous dire. Le capitalisme aussi, c'est une sorte de villa dans la jungle, peut-être. Et Israël lui est utile parce qu'il lui donne des outils pour se battre contre la jungle. La jungle étant, je sais pas moi, le Sud peut-être, ce qu'on appelle le Sud global, qu'il faut maîtriser, qu'il faut contrôler pour l'exploiter. C'est surtout l'idée que l'Occident vit dans une jungle. Nous, les Occidentaux, les Blancs, nous sommes entourés par un monde de plus en plus dangereux qui cherche à nous détruire. Ce n'est pas politique, c'est civilisationnel. Nous sommes menacés dans notre être même. Donc il faut nous mobiliser et tous les moyens sont bons dans cette mobilisation. Mais c'est effectivement très dangereux. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Et effectivement, la Palestine a besoin de nos voix. Et je crois que les Israéliens aussi, ils ont besoin de nos voix. Ils ont besoin qu'on les arrête, qu'on leur dise « ça suffit, stop, vous êtes en train de délirer totalement et vous êtes en train de barrer un lendemain pour vous comme pour les Palestiniens, donc stop ». Mais pour ça, il faut que des gens le disent, quoi.